J'aimerais qu'avec cette vidéo, on parle de ce moment, de ces instants, de ces rencontres. Parce qu'Oda préfiguré, je suis pas là pour vous dire que dans 600 chapitres, Teach devient ceci et Luffy cela, et que c'est totalement maîtrisé. Non, j'aimerais qu'on se concentre juste sur ce court moment, sur ce minuscule croisement de destin qui ouvre quelque chose d'immense. Avant même d'arriver sur l'île, Oda nous jette directement dans le bain, avec une phrase très mystérieuse sortie de nulle part. Tout ce qui est imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. Elle arrive comme ça, sans prévenir. Cette phrase sort de nulle part, une citation d'un homme qu'on ne connaît même pas. Et naturellement, soit tu n'y prêtes pas attention, soit tu te demandes pourquoi cette phrase. Mais avec du recul, c'est presque évident. Tout l'arc Jaya repose là-dessus, sur ce qu'on imagine, sur ce qu'on ose croire, sur ce qu'on est prêt à défendre alors que personne n'y croit. C'est un arc qui te regarde droit dans les yeux et qui te demande jusqu'où tu peux croire, jusqu'où tu peux aller pour défendre l'idée qui brûle en toi. Et c'est ça, l'arc Jaya, une mise à l'épreuve, une façon de nous dire, face aux sceptiques, face aux rires, face aux regards qui jugent, est-ce que toi, tu y croirais encore? Avant même que Skypiea ne devienne une destination, Oda place une épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne parle pas de tempête ou d'un combat spectaculaire. On parle d'une île qui les teste. Et tout commence dès leur arrivée. À peine débarqués, ils tombent sur un médecin étrange, malade, posé sur un cheval, lui aussi mourant. Il leur tend des pommes. Naturellement, Zoro refuse. Qui pourrait accepter un truc d'un type aussi louche? Luffy, lui, n'est pas du tout de cet avis et mange sans hésiter. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit. On comprend que les pommes étaient piégées. Et là, instinctivement, Zoro est prêt. Le regard change, la tension monte. Mais finalement, rien ne se passe. Alors, ils avancent. Puis vient la scène de l'hôtel. Un endroit calme, comme s'ils avaient quitté cette ville remplie de pirates. À ce moment-là, ils tombent sur Sarkis qui les prend de haut, leur jette des pièces pour qu'ils s'achètent des vêtements plus dignes. Cette fois, c'est Nami et Zoro qui s'énervent. L'insulte est claire et l'humiliation est directe. Malgré ça, ils partent. À ce stade, on se rend bien compte que c'est plus qu'une suite de rencontres isolées. Tout sur cette île semble chercher à les faire réagir. Chaque échange vient heurter leur orgueil, provoquer leur instinct, chercher une réaction immédiate. On voit bien qu'ils pourraient répondre, et évidemment qu'ils en sont capables. Et pourtant, ils continuent d'avancer vers leur objectif. Et c'est précisément cette retenue qui donne du poids à ce qui va arriver. Vient enfin la fameuse scène du bar. Un endroit banal, presque insignifiant, des pirates qui boivent, qui rient, qui parlent d'argent et de réputation. Rien d'extraordinaire en apparence. Pourtant, c'est là que l'arc Jaya met son thème sur la table. Bellamy arrive, sûr de lui, à la recherche d'un type au chapeau de paille. À première vue, il a l'air plutôt sympa et offre un verre à Luffy. Tout à coup, il l'attaque par surprise et d'un coup, la tension monte. Pendant quelques secondes, on pense que ça va partir en bagarre. Luffy est prêt, Zoro aussi. Mais Nami intervient et pose la seule question qui les intéresse vraiment. Comment aller sur l'île céleste? Il y a un court silence. Puis toute la salle éclate de rire. Et à ce moment précis, la scène bascule. À cet instant, l'ego disparaît complètement. La force n'a même plus d'importance. À ce moment-là, tout le monde se moque d'eux et rien d'autre. Ces rires, c'est le rejet d'une idée. L'idée qu'il existe encore quelque chose au-delà de ce que l'on voit, qu'un horizon puisse dépasser les limites fixées par l'imagination. Et Bellamy, lui, ne se contente pas de se moquer. Il expose sa vision du monde. Pour lui, ceux qui poursuivent des rêves impossibles sont aveuglés. Il passe à côté de richesses bien réelles pendant qu'il s'accroche à des illusions. L'époque des grands rêveurs est terminée. Roger aurait vendu un mythe. L'aventure ne serait qu'un conte pour naïfs. Alors il tabasse Luffy. Il tabasse Zoro. Deux grands rêveurs assumés. Il veut leur prouver par la violence que leur vision du monde est ridicule. Il veut les humilier, les écraser, leur prouver que ses poings ont plus de poids que leurs rêves. Luffy et Zoro ne se défendent même pas. Et honnêtement, la première fois que j'ai lu cette scène, je ne comprenais pas. Je voulais qu'ils frappent,
Je voulais qu'ils les écrasent, qu'ils montrent qu'ils sont forts. Et quand ils ne l'ont pas fait, ça m'a frustré. Puis j'ai compris. J'ai compris l'intention. Parce que vous vous doutez bien que s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils sont faibles. C'est même pas parce qu'ils veulent éviter les ennuis. Non, ça ne leur ressemble pas. Mais parce qu'à ce moment-là, ils méprisent Bellamy. Pour Luffy, se battre contre quelqu'un comme Bellamy serait salir son rêve. Ce serait donner de l'importance à un mec qui n'en a pas. Répondre à la violence d'un homme qui ne comprend même pas ce qu'est un horizon. Dans ce moment précis, Luffy et Zoro montrent quelque chose que la série développe depuis le début. Il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Il y a des gens qui ne méritent même pas qu'on leur prouve qu'ils ont tort. Et donc, leur silence est plus violent qu'un coup de poing. Leur non-réaction, c'est comme dire « tu n'es rien face à ce qu'on poursuit ». Et ce détail-là, ce refus de rentrer dans le jeu, ce calme absolu face à l'humiliation, c'est exactement ce qui les ramène à Teach. Parce qu'à l'inverse de Bellamy, Teach respecte les rêveurs. Teach comprend leur langage. Il sait reconnaître ceux qui regardent plus loin que lui. Et au milieu de cette foule qui rit, lui, il voit Luffy. Un homme avec une volonté digne d'un empereur. D'ailleurs, Teach, dès le début, sa dynamique avec Luffy est très intéressante. On parle souvent de leur opposition, de ce qu'ils incarnent, de ce qu'ils deviendront. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le respect que Teach a pour Luffy. Et il y a un moment en particulier où Teach demande à Luffy s'il est un pirate. Luffy répond que oui. Teach lui demande sa prime. Luffy dit 30 millions. Teach, il bug, il n'en revient pas. Il le traite de menteur. Et Luffy, idiot comme il est, ne comprend rien. Il croit que le type le prend de haut, alors que c'est exactement l'inverse. À ce moment-là, Teach s'énerve parce qu'il juge qu'un gars de la carrure de Luffy mérite bien plus. Dès leur première interaction, il a respecté le personnage, son rêve et ce qu'il pouvait incarner. Comme s'il voyait déjà derrière le sourire, derrière la naïveté, derrière la simplicité de ses mots. Plus loin, il dira même « un gars avec un tel acquis mérite plus ». Un gars avec une telle ambition mérite plus. Et c'est dingue quand on y pense. Il avait tout de suite compris sa valeur, alors que d'habitude, Luffy est toujours vu par les antagonistes comme un gamin trop bruyant qui ne sait pas de quoi il parle. Un gamin trop naïf qui ne connaît rien à la vie. Alors que Teach, l'un des pirates les plus dangereux de cette ère, valide son rêve, valide son attrait pour le voyage, voit en lui rien de naïf. Au contraire, après avoir navigué aussi longtemps sur les mers, après avoir senti les vagues avaler des centaines d'hommes qui pensaient être réalistes, Teach sait parfaitement reconnaître un rêve qui tient debout, un rêve qui a des jambes, qui avance et que rien ne peut arrêter. Et c'est là que quelque chose se met en place, presque sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'après Teach, après cette manière qu'il a de reconnaître la valeur d'un rêve, Oda te glisse un autre miroir, une autre définition, une autre manière de voir ce que signifie avancer vers quelque chose qui dépasse ta propre vie. Et c'est là qu'on en vient à Norland, une histoire vieille de 400 ans. Avec Teach, Oda nous montre qu'un vrai rêveur est capable de reconnaître un autre rêveur. Il y a une forme de respect, presque instinctive entre eux. Teach voit en Luffy une volonté solide. Il comprend ce langage. Mais avec Norland, Kalgara, Wiper et Cricket, on change d'échelle. On ne parle plus de reconnaissance entre individus. On parle d'une volonté qui traverse le temps. La promesse entre Norland et Kalgara n'était pas un grand idéal abstrait. C'était un engagement simple entre deux amis. Faire sonner la cloche pour dire « nous sommes toujours là ». Et pourtant, quand l'île est projetée dans le ciel et que la guerre éclate entre les Shandia et les Skypéens, cette promesse devient impossible à tenir. La cloche disparaît, le signal se tait, l'histoire se fissure. 4 siècles plus tard, les descendants vivent encore avec les conséquences de cette rupture. Wiper se bat pour que Shandora ne soit plus réduit à un souvenir. Cricket, quant à lui, plonge chaque jour dans l'océan pour prouver que son ancêtre n'était pas un menteur. Et Luffy arrive au milieu de tout ça, sans connaître le poids exact de cette histoire. Et c'est là que le miroir prend tout son sens. Teach nous montre la valeur d'un rêve quand il est reconnu par un autre homme fort. Norland et Shandora nous montrent ce que devient un rêve quand il survit à son propre auteur. Un rêve peut dépasser ta propre vie. Il peut survivre à ton échec. Il peut traverser les siècles. Et sans même le savoir, Luffy devient le point de jonction entre ces deux réalités. Le rêve qui est respecté dans le présent et la promesse qui attend d'être ravivée depuis 400 ans.
Et voilà ce qu'Oda met en place. À partir de là, on comprend que le rêve n'est pas seulement une ambition personnelle. C'est une flamme qui peut passer d'une génération à l'autre et continuer d'avancer même quand ceux qui l'ont allumé ont disparu. Ce que j'aime avec Oda, c'est sa capacité à offrir sa vision du monde avec des personnages inoubliables. Et à travers Iluluk, il te dit ce qu'est un pirate pour lui. Selon Iluluk, un pirate est quelqu'un qui, en poursuivant son rêve, arbore un pavillon à tête de mort parce que pour lui, rien n'est impossible. Ce pavillon n'est pas seulement un signe de mort ou de danger, mais un étendard vibrant des convictions les plus profondes du pirate. Une déclaration audacieuse que ses rêves transcendent les contraintes imposées par les lois et les limites du monde. Et c'est seulement là que tu comprends pourquoi Jaya ressemble à ce qu'elle ressemble. Pourquoi l'île a cette forme de tête de mort. Jaya est une île de pirates, peuplée de types qui ont tout abandonné pour une conviction, pour une vérité, pour une histoire qu'ils veulent défendre envers et contre tous. Cette forme de crâne, c'est la signature de ceux qui vivent par le rêve et qui meurent avec. C'est le symbole de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Une île qui porte littéralement sur son visage le poids de ses propres légendes. Et ce que j'adore avec tout ça, c'est que le centre d'un drapeau pirate, c'est la tête de mort. Oui, évidemment, sinon on ne dirait pas pavillon à tête de mort. Mais je ne sais pas si c'est volontaire de la part d'Oda ou juste moi qui extrapole, mais quand on regarde bien cette tête de mort, elle ressemble étrangement à la scène d'exécution de Roger ou de Norland. Et en reprenant les mots d'Iluluk, on peut donner un sens à ça. Quand on exécute publiquement un pirate, on cherche à faire un exemple. On cherche à briser son rêve, sa volonté, ses convictions. On veut lui arracher ce qu'il a de plus cher, l'idée qui le tenait debout. Mais à chaque fois, ça a eu l'effet inverse. C'est comme si, au final, on leur avait offert une scène. Une scène sur laquelle ils partagent avec le monde entier ce en quoi ils croient. Une scène sur laquelle ils disent au monde « Prenez la mer et allez voir ». Et cette scène, c'est ce qui a déclenché la grande vague de piraterie. C'est ce qui a poussé les descendants de Norland à chercher la vérité. C'est ce qui a transformé un simple rêve en héritage. C'est ce qui a fait que le monde entier s'est mis à lever les yeux vers l'horizon. Et là tu comprends pourquoi Jaya est si important. Parce que c'est cette île où on te demande « Et toi, quand on rira de ton rêve, que feras-tu » Jaya, c'est une île qui te force à te regarder en face. Pas en tant que spectateur de One Piece, mais en tant que personne. Elle te demande, c'est quoi ton Skypiea à toi? Qu'est-ce que tu poursuis que les autres trouvent ridicule? Jaya, c'est le moment où Oda te regarde droit dans le cœur. Le moment où il te demande si tu serais prêt, toi aussi, à croire en quelque chose qui paraît impossible. Et c'est peut-être pour ça que je trouve cet arc si incroyable. Parce qu'il ne brille pas par ses combats, il brille par ce silence dans un bar, par ce moment où Luffy encaisse sans répondre. Et à partir de là, tout le reste devient logique. Parce que parfois, croire suffit déjà à changer l'histoire. Parce que tout ce qui est imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. C'est la fin de cette vidéo. Elle est bien moins longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.